Ça, c'est la caméra que j'ai trouvée à l'endroit où on est donc retourné. L'endroit où j'avais déjà trouvé mes premières images. Le même endroit qui était dans le MMS qu'on a reçu la dernière fois. C'était un peu angoissant, parce que je savais pas du tout ce que j'allais trouver. Sur la carte mémoire du caméscope, il y a un seul et unique fichier qui était présent. Et sur ce fichier, en fait, il y a quelqu'un qui apparaît, qui est en train de filmer devant lui, et qui a un peu peur au bout d'un moment, et pose la caméra et la laisse dans la pièce. C'est une personne qui faisait partie du groupe, et qui l'a quitté un peu fâché. On n'est pas en très bons termes. C'est quelqu'un qui est extrêmement important pour Jérémy. C'est quelqu'un qui est très proche de lui. J'ai décidé de ne pas lui faire part de la découverte et de ne pas lui montrer les images. Pour le préserver, parce que je pense que ça lui ferait du mal en fait, de revoir la personne sur les images. Du coup, j'ai demandé à Julien de venir un peu plus tard tout à l'heure pour faire ce qu'on fait d'habitude, quoi. C'est-à-dire regarder les extraits, essayer d'analyser, essayer de comprendre le message qu'elle essaie de nous faire passer. Les premiers extraits, comme je disais la dernière fois, c'était sur une cassette VHS, je l'ai là. Les images qui figurent sur la cassette mettent pas vraiment à l'aise. C'est-à-dire qu'elles sont déjà en soi assez choquantes, mais c'est pas spécialement le choc des images qui fait que je les ai réceptionnées et qu'elles m'ont choqué, c'est l'absence de contexte. Vous savez pas qui a filmé, pourquoi il a filmé, ça bouge beaucoup, les images bougent beaucoup, c'est assez violent. Il y a des animaux morts qui apparaissent dans l'extrait. C'est un extrait qui est très court, mais en soi, oui, il est assez violent, quoi. On s'est passé l'extrait en boucle, et on a été surpris d'abord, et ensuite on s'est dit qu'on allait chercher dans les détails. On a été sensible à l'architecture d'abord, puisqu'on voit une bâtisse, on voit qu'elle a une véranda, et on l'a identifié un peu instinctivement peut-être à une sorte de bâtisse américaine, telle qu'on peut en voir dans les campagnes du Nord-Est par exemple. Un peu plus loin, on voit une piscine, on voit une forêt, on voit un personnage qui déambule assez librement. La personne qui filme accède à la forêt en utilisant un portail de fortune, sans serrure, sans rien. Il a une liberté de mouvement totale qui nous a mis sur la voie d'un film américain. Il y a un détail qui renforce le malaise en fait sur ces images, c'est que la personne qui filme, on l'avait pas du tout remarqué au début, hein. La personne qui filme, elle n'est pas habillée du tout d'une façon conventionnelle. Elle porte un espèce de costume rose en laine. Vous savez, un peu, c'est ce genre de choses que portent les mascottes. Ça pourrait s'apparenter à une sorte de pyjama. Les pyjamas, une pièce qu'on fait pour les bébés, ça s'appelle les babygros. On est prêt à aller assez loin pour identifier les extraits qu'on nous envoie. En l'occurrence, le personnage, on le voit évoluer dans la forêt, et on s'est même dit qu'on était prêt à observer le type de végétation pour l'associer aux lieux arpentés par le personnage. Les gens regardent beaucoup les films, mais ils ne les écoutent pas assez. Dans l'extrait qu'on a trouvé, si on écoute attentivement, on entend une sirène, comme ces véhicules de secours typiquement américains, et c'est pour ça qu'on en a déduit que l'action se déroulait aux États-Unis. C'est juste après que les images deviennent choquantes. À un moment, la course du personnage est interrompue, et c'est interrompu par une tête de chien qui est plantée sur un pic. Puis on entre dans cette petite maison rouge, cette petite cabane. On a des croquis qui font assez peur, on a des grenouilles séchées suspendues en train de pourrir, il y a des bruits de mouches et des asticots partout. Il y a des vers qui sont empalés sur des clous. Ça devient extrêmement dégoûtant. Il y a très peu de sons parasites dans cette séquence. On entend la personne qui filme courir, s'essouffler et vomir au moment où elle voit le chien mort. Puis après des souffles de plus en plus haletants, ça fait tout de suite penser à la peur, à l'angoisse. On est dans le registre de l'horreur, clairement. On est dans le registre de l'horreur à ce moment-là du film, et pas tout le reste du film. Pourquoi c'est important? Parce que nous, ça va nous permettre de catégoriser le film, lui coller une étiquette, et pour nos recherches, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher dans un registre. Ce qui nous a confirmé qu'on était également dans l'horreur, c'est que y a un rapport à l'enfance qui est un peu spécial.
La maison rouge que l'on voit à l'image semble minuscule, et donc on l'associe à une cabane pour enfants, assez naturellement. Le détail supplémentaire, c'est qu'il y a une pancarte qu'on découvre par la suite, qui dit « interdit aux parents ». Donc la présence d'enfants devient explicite. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est le mot parent qui est utilisé. Il aurait pu avoir marqué « les adultes sont interdits », mais là c'est « les parents sont interdits ». Une fois à l'intérieur de la cabane, on découvre des croquis avec un trait simpliste et des idées exprimées de façon assez sommaire. Ça confirme aussi la théorie de la présence d'enfants. Au milieu de tous les dessins qui sont affichés au mur, il y a un élément qui se détache. À un moment, il y a la photo d'un couple. Le visage des deux adultes, des deux parents, attire pas mal l'attention parce qu'en fait il est raturé. Il est scratché un peu. Vous savez, quand on gratte une photo, et du coup, les visages sont plus apparents. En fait, ils sont littéralement éclatés. À partir de ça, on a estimé, vu la teneur de l'extrait, on a estimé que les deux adultes sur la photo étaient probablement les parents, et que la cabane dans laquelle on se trouve, c'est la cabane des enfants. Après une fin très difficile dans laquelle on voit justement la petite fille de la photo qui est en train de torturer une personne prisonnière d'un sac poubelle, il y a comme un glitch, sauf que c'est très monté, ça fait vraiment quelque chose de rajouté. Après cette séquence, on voit deux adultes qui sont apparemment contrariés et qui sont devant un feu de cheminée. On peut en déduire assez instinctivement que c'est les deux parents dont la tête a été effacée sur la photo. L'extrait était très court, mais on a quand même pu lister pas mal d'éléments. La présence d'enfants, la présence de leurs parents, le comportement de la petite fille. On n'a pas été loin de faire de l'image par image pour y arriver, mais on a quand même eu un résultat. Cela dit, on avait beaucoup d'indices, mais ça a quand même pris du temps, parce que le film n'est vraiment pas connu. Et là, bam, Home Movie. On trouve le titre du film par quelque chose de très simple. La photo dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les visages grattés, en fait, quand on fait attention à cette image, on se rend compte qu'à peu de choses près, c'est l'affiche du film. En fait, la difficulté qu'on a à trouver la source des images vient d'un constat très simple. Le film n'a été projeté que dans le cadre de festivals. Et en plus de ça, il est très mal distribué, c'est-à-dire qu'il y a bien un DVD qui existe sur le continent américain, mais le film n'a pas beaucoup fait parler de lui, il n'est pas sorti chez nous et il reste globalement très confidentiel. Le film est sorti en 2008 et 2008 c'est un petit peu le creux de la vague du genre found footage, même s'il y a Paranormal Activity qui est sorti l'année précédente, c'est pas encore le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Les acteurs ne sont pas connus non plus. On a bien Adrian Pasdar, le père de famille, qui a eu un rôle assez important dans la série Heroes, mais on ne le voit pas dans l'extrait qu'on nous a montré. D'un autre côté, la mère, Cady McClain, a eu quelques petits rôles dans des séries, mais pareil, elle n'était pas très connue et on la distingue que très peu aussi sur l'extrait qu'on a trouvé. Ça rend le film tout de suite très efficace. La plupart des found footage mettent en scène des acteurs inconnus et ça permet de ne pas créer une distance avec les images. Vous ne connaissez pas la personne qui parle à la caméra et donc vous n'allez pas l'associer tout simplement à un comédien que vous auriez vu ailleurs. Par exemple, si l'acteur principal c'était Robert De Niro, vous connaissez Robert De Niro, vous connaissez le visage de Robert De Niro, et du coup, quand vous voyez le visage de Robert De Niro, vous êtes au courant que c'est une fiction. Pour moi, c'est un peu le même problème que la saga Star Wars, par exemple. À mon sens, Star Wars, ça fonctionne beaucoup moins bien à partir du moment où ils se sont mis à avoir des acteurs connus dans le casting. C'est curieux, en fait, le choix de cette séquence. C'est pas complètement à l'image du film. En fait, on est face à un film qui est relativement plat, dans lequel il se passe peu de choses. C'est vraiment le quotidien, c'est vraiment un père de famille qui achète un caméscope, qui va aller filmer son quotidien, qui va filmer ses enfants parce que c'est les plus beaux du monde, qui va aller filmer sa femme dont il est très fier, et qui improvise tout un tas de situations dans son quotidien. Il n'y a jamais d'action. À tel point qu'à un moment, par exemple, il va improviser un dialogue entre deux de ses poissons rouges. Je trouve ça assez symptomatique des premiers essais qu'on a l'occasion de faire avec une caméra. Presque systématiquement, quand vous avez votre première caméra, votre caméra personnelle, la vôtre quoi, vous allez vouloir filmer tout ce qui se passe autour de vous, déjà pour vous approprier l'objet, et ensuite parce que vous voulez mettre en scène votre quotidien, vous voulez filmer simplement ce qui se passe dans votre cercle privé. Vous allez, je sais pas, par exemple, vous allez filmer une collection ou votre voiture, quelque chose dont vous êtes fier, ce genre de choses. Et tout simplement, vous essayez de mettre en scène ce qui se passe autour de vous.
Et c'est ce que le personnage de David, le père de famille, fait dans le film. Il essaye de mettre en scène son quotidien, de nous montrer à quel point tout ceci est passionnant, et il essaye réellement de le rendre passionnant. Il apparaît presque toujours costumé. Pour Halloween, il montre les costumes de ses enfants. Pour Noël, il est déguisé en Père Noël. À Pâques, il porte un costume ridicule de lapin rose. D'ailleurs, c'est dans ce costume-là qu'il apparaît sur l'extrait qu'on a trouvé. Pour légitimiser ses actions, il essaye toujours de se mettre en scène. Ça justifie le fait qu'il attrape la caméra et qu'il essaye de raconter quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il nous demande d'apprécier tout ça, et ça en devient vraiment gênant à un moment. Pardon. Oui, allô? Oui? Ouais. Non, l'équipe est là. Ouais. Ok. Ouais, oui, écoute, je vais voir ce que je peux faire. C'est calé. J'avais besoin de lui dire des trucs et je vais vous laisser finir. On se voit tout à l'heure, on continue à parler du film, tout ça. À plus. On peut s'interroger sur la nature du film, celui que tourne le père, dans le sens où on ne sait pas à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à ses enfants? Est-ce que c'est un film qu'il veut léguer à ses enfants? Est-ce que c'est un film qu'il veut montrer à des spectateurs? C'est un peu étrange, c'est un témoignage un peu étrange dans la forme. Ce qui est assez étrange chez ce personnage du père, c'est qu'il demande beaucoup d'attention. Il demande vraiment beaucoup d'attention de façon un peu puérile, notamment en faisant des blagues. Des blagues crues, voire blasphématoires alors qu'il est pasteur. Et on se demande ce qu'il essaie de faire passer comme message. On dirait qu'il veut à tout prix nous convaincre que sa vie est follement joyeuse et que tout va très bien. C'est quelque chose d'assez récurrent avec le genre found footage. Quand vous regardez un film de cinéma classique, les personnages sont filmés à la troisième personne et il y a tout le montage pour permettre de les présenter, de présenter leurs enjeux, leur histoire. Ici, du coup, c'est un peu plus compliqué et les scénaristes sont obligés d'utiliser des techniques un petit peu grossières de mise en scène pour nous présenter ces personnages dans leur quotidien. Ce qui fait que souvent, on se retrouve en phase de démonstration de force. Vous savez, les personnages en font trop. Ils essayent de reproduire presque ce qu'ils pensent avoir compris des autres films qu'ils ont vus. Il y a quelque chose d'un peu dérisoire dans le comportement du père de Home Movie, dans le sens où on se dit naturellement qu'il veut dédier ce film à ses enfants, en se montrant sous son meilleur jour, alors que ses enfants n'auront pas besoin d'un film pour se convaincre qu'ils ont eu un bon père. Ils auront leurs souvenirs naturels, familiaux. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais quand on regarde le film, en tout cas, c'est assez troublant, ce personnage du père qui fait ce film, mais on ne sait pas pour qui, et on finit par se dire qu'il le fait pour lui-même, pour se prouver quelque chose, pour montrer sa valeur, on ne sait pas trop. En tout cas, le personnage, à force de vouloir paraître stable et heureux, manifeste des signes d'instabilité. Le moment où on situe enfin que le film s'adresse aux spectateurs se situe dans une scène bien précise, vers la fin du film, quand on voit les enfants en train de regarder les images qui ont été filmées par le père. Presque comme si en fait, tous les soirs, les enfants récupéraient la caméra et visionnaient les rushs de la journée. C'est plutôt malin parce que ça permet d'expliquer pas mal de choses. Par exemple, les retours en arrière qu'on peut avoir dans le film. Vous savez, les rembobinements, je trouve que c'est un problème très récurrent des found footage. C'est pas possible en fait, parce que si on a juste trouvé une cassette, le moment où on rembobine, c'est pas un moment où la caméra est en train d'enregistrer. Donc c'est forcément le signe qu'il y a eu du montage. Et du coup, à partir du moment où on accepte qu'en fait ce sont les enfants qui ont récupéré les images et qui les ont montées, on comprend plein de choses en fait. Par exemple, on comprend ces glitches étranges qu'il y avait sur l'extrait qu'on a trouvé. Finalement, c'est les enfants qui deviennent les réalisateurs du film que nous sommes en train de visionner. Et d'ailleurs, on a cette scène où il nous demande si
si nous sommes capables de deviner comment va se terminer leur film. Ils sont à la fois les protagonistes et les antagonistes de l'histoire. On en arrive à se demander si toutes leurs actions, au final, s'étaient calculées pour que le film, Home Movie, soit au final le film qu'il est. Au niveau du rythme du film aussi, ça se repose sur finalement une idée toute simple. Chaque séquence se passe à un moment précis de l'année, qui est généralement une fête. Halloween, Thanksgiving, Noël, la Saint-Valentin. La manière qu'a trouvé Christopher Denham pour nous signifier ça, c'est tout simple en fait, mais ce sont les bancs titres qui s'affichent en bas de l'image de la caméra et qui du coup remplaceraient un synthé qu'on pourrait avoir dans un film traditionnel par exemple. C'est une option plutôt standard qu'on trouve sur certains caméscopes H8, qui est d'ailleurs le format dans lequel a été tourné Home Movie. En fait, vous aviez des options de titrage qui vous permettaient de faire apparaître un texte sur votre vidéo et ça le faisait apparaître en direct pendant que vous filmiez, ce qui permettait d'éviter la phase de montage. Et c'était donc des textes que vous pouviez personnaliser et généralement il y en avait déjà quelques-uns inclus dans l'appareil à titre de démo et c'était les plus utilisés entre guillemets, donc les fêtes nationales avec un petit message de type bonne année, joyeux Noël, joyeux anniversaire, etc. Du coup, en plus de rythmer le film, ça renforce le côté un peu brut des images. Et globalement, malgré le fait que ce soit une trouvaille toute simple, ça donne une vraie originalité et un vrai cachet à Home Movie. Ce que le film semble proposer essentiellement, c'est une sorte de réflexion sur les sources du mal. C'est symbolisé de façon d'ailleurs un peu grossière, un petit peu ostensible, par le père qui est pasteur et qui donc réfléchit sur le mal en termes spirituels, et par la mère qui elle est psychologue et qui donc a recours à la science. Dans les deux cas, les parents sont incapables d'expliquer le comportement de leurs enfants. La foi comme la science ne donnent pas d'explication satisfaisante. À un moment dans le film, il y a une séquence assez marquante, c'est un exorcisme, et c'est super violent. C'est super violent parce qu'on a l'impression que les enfants souffrent terriblement et qu'en fait ils les torturent. C'est vraiment un décalage et ça marque en fait la montée en puissance du film. À partir de là, le film va commencer à s'accélérer et à devenir un peu différent et à vraiment bercer là dans le registre de l'horreur pure. C'est intéressant parce que ça confronte deux idées fortes qu'on retrouve très souvent dans le cinéma. On sait qu'il y a cette présence de la science qui va peut-être affronter la religion, mais avant cette séquence-là, c'est pas du tout le thème central. C'est bon. La source d'angoisse, c'est les enfants, je pense que vous l'avez compris. Au milieu de David, le père, qui fait l'intéressant toujours pour qu'on le regarde, et de Claire, la mère qui est fan de son mari, il y a les jumeaux. Leurs interventions se font toujours dans les détails. Ils apparaissent peu, mais quand ils apparaissent, ils sont souvent costumés ou dans des situations vraiment mises en scène par leurs parents. Ils subissent en permanence la lourdeur d'être des enfants. En revoyant le film, on se dit qu'ils ne sont peut-être pas si maléfiques en eux-mêmes, mais qu'ils ne font que se venger de leurs parents. Ils sont nés, les deux enfants sont nés le 31 octobre, donc pour Halloween en fait. Ils crucifient le chat pour Noël. C'est plein de petits détails comme ça, de symboles, qui font que ça participe à l'angoisse, parce que au début on n'y fait pas attention, et ils sont quand même, pour certains, assez grossiers, et quand on les remarque, on ne peut s'empêcher d'y penser en fait. Ça nous angoisse terriblement parce que on se dit que tout ça c'est très calculé, c'est pas naïf, c'est pas spontané. Autre détail, on est dans un film d'horreur, et la famille qui est mise en scène s'appelle Poe, exactement comme l'écrivain qui était spécialisé dans l'horreur. Les deux enfants persécutent un de leurs camarades à l'école, qui s'appelle Christian. Quand je vous le dis comme ça n'a aucune valeur en fait, c'est pas vraiment intéressant. Sauf que le film, évidemment, est tourné en américain, et donc du coup Christian devient Christian, et là c'est beaucoup plus intéressant puisque, en plus, le père n'a de cesse de rappeler systématiquement qu'il est de l'église réformée, qu'il est luthérien, il n'est pas chrétien. C'est comme si les enfants étaient encouragés à ne pas être chrétiens et à ne pas aimer les chrétiens. Dans cette famille, il y a un peu deux mondes qui refusent de se rencontrer. D'une part, il y a les parents qui viennent d'acheter une maison, qui possèdent des biens, qui possèdent des animaux domestiques. Et d'autre part, il y a les enfants qui se tiennent à l'écart, qui restent dans leur chambre enfermés, qui se racontent des histoires effrayantes. On pourrait presque y voir un message nihiliste, un rejet du modèle imposé. Les enfants se rebellent contre cette image cliché de ce que doit représenter la famille, et leur réaction est extrêmement violente. Ils s'en prennent à tout ce qui est vivant. Les enfants disciplinent, les enfants punissent,
un peu quelque part comme des parents qui châtieraient des enfants qu'ils n'aiment pas plus que ça. Cette idée de sévérité, on la retrouve encore dans les détails. Pour Halloween, les enfants sont costumés en puritains. Dans l'inconscient collectif, les puritains sont des gens très rudes, très à cheval sur les principes. D'ailleurs, l'action se déroule dans le Connecticut. L'État du Connecticut se situe au nord des États-Unis et c'est un lieu un peu paradoxal. Ce fut un des grands théâtres de l'histoire des États-Unis, de la fédéralisation, et c'est en même temps un des plus petits États géographiquement parlant. C'est aujourd'hui un lieu très boisé, d'une part, et très industrialisé de l'autre, donc très vert et très gris à la fois. Ce paradoxe-là, le couple de parents le représente aussi à sa façon. D'une part parce que l'on a un père qui est pasteur, d'autre part une mère qui est psychologue. Et ça pourrait paraître caricatural, et en même temps c'est assez représentatif d'une réalité sociale dans cette région, puisque c'est un État qui peut être très progressiste, et qui en même temps a très forte majorité chrétienne. C'est un petit peu le foyer culturel et littéraire du pays. C'est-à-dire que c'est de là-bas dont viennent des écrivains de littérature fantastique comme Irving, Hawthorne, Lovecraft, Stephen King. Depuis l'époque du puritanisme et de la colonisation jusqu'à aujourd'hui et les légendes urbaines, etc. Eh bien, c'est un peu la Nouvelle-Angleterre est le théâtre traditionnel de tout ce qui est mystérieux et horrifique aux États-Unis. Ça pourrait presque en fait être un film comique. Alors il faut avoir un humour assez décalé, assez sombre, mais quelque part, si on le regarde avec un certain cynisme, ça peut devenir un film comique parce que c'est le concept de l'arroseur arrosé. Le père, David, va systématiquement, pendant l'intégralité du film, apprendre des tours à ses enfants. Il va apprendre à son fils à crocheter une serrure avec une épingle à cheveux de la petite fille. Il va leur apprendre à faire un nœud coulant. Apprendre à son fils à prendre des bons appuis pour savoir taper avec une batte. Toutes ces choses-là qu'on a vues au moment où le père met en scène ses enfants pour montrer « Waouh, je suis un bon père et mes enfants, ils sont pas bêtes », bah finalement ça se retourne contre lui, quoi. C'est là où je vous dis que c'est un peu une comédie. C'est Maman j'ai raté l'avion, sauf qu'au lieu de retourner contre les cambrioleurs, les enfants se retournent, pareil avec leur imagination et leur savoir-faire, ils se retournent contre leurs propres parents. Pour finir, je dirais que Home Movie est un film assez méconnu, et c'est assez dommage parce que c'est un film qui est assez subtil dans le genre. Il doit certaines de ses qualités à Blair Witch, notamment dans l'usage du hors-champ, mais il a aussi ses propres spécificités. Et je pense que c'est un film qui gagne à être vu. Le message dans Home Movie, s'il devait y en avoir un, ce serait un truc qui dirait arrêtez de chercher des solutions magiques en fait à tous vos problèmes. C'est pas Dieu ou une entité magique qui va venir vous aider et qui va résoudre tous vos maux. C'est pas non plus la science, c'est pas en prenant des médicaments qu'on va effacer les problèmes. Si on n'a pas essayé de résoudre le problème, il sera toujours là en fait. Il y a une absence totale de communication. Et la réponse des enfants, c'est justement de troubler un peu cet ordre-là, de provoquer des choses, certes par la violence, mais pour montrer qu'il y a un problème, pour faire exploser la cellule familiale et pour montrer que, oui, dans cette famille, il y a un problème. Le père bouffe absolument tout le monde dans cette famille. Il est toujours omniprésent, il laisse la place à personne. Parce que le problème, au final, je pense que vous l'avez compris, c'est la personne qui filme et qui veut être filmée. C'est en même temps l'absence de secret et le fait qu'on cache tout qui va mener la famille à sa perte. Toutes ces décisions, toutes ces confidences, elles sont enregistrées à la caméra. Ce qui fait que les enfants ne sont pas supposés connaître ces secrets. Sauf qu'en réalité, ils sont disponibles, puisqu'enregistrés. Merci d'accepter. On sait qu'on prend pas mal de votre temps et que c'est un peu tordu comme idée. Quand j'ai trouvé la caméra, je l'ai trouvée dans la salle avec un œil géant. C'est intriguant parce que justement, l'extrait du film, on s'est rendu compte que ça se terminait sur un œil en gros plan, une transition avec un œil en gros plan. Donc ouais, on s'est dit que ça pouvait pas être un hasard et que si Elena avait choisi
ce mode de communication un peu détourné, bah, c'était pas pour rien. Alors pour l'instant, on sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais elle va certainement parler comme ça avec nous de manière indirecte. On s'est dit qu'on allait lui répondre directement sur la caméra qu'elle nous a laissée. Évidemment, on a essayé de l'appeler, mais ça ne répond pas. Je pense que c'est même plus de mon numéro. Du coup, voilà, on est un peu obligé de se plier à cette exigence-là, en sachant même pas si c'est la bonne. Mais on veut essayer d'enregistrer des excuses, de les mettre sur la caméra et d'aller remettre la caméra là où on l'a trouvée, voir ce que ça provoque, quoi. Écoute, Elena,